Bon, donc je rappelle que à l'invitation de l'état-major de l'armée de terre, il y a une délégation qui s'est rendue entre le 17 et le 19 septembre dans la bande sahélo-sahélienne. Comme je n'étais pas disponible, cette délégation était conduite par Jean-Michel Jacques. Et il y avait, par ordre alphabétique, dans cette délégation, Louis Alliot, Philippe Chalumeau, Alexis Corbière, Yannick Favedec-Becco, Claude Deganet, Philippe Michel Klesbauer et Patricia Mirales, qui sont presque tous là. Donc je vous propose dans un premier temps d'entendre le compte-rendu de Jean-Michel. Hein, et puis après, chacun d'entre vous pourront prendre la parole et nous pourrons avoir un débat ou des questions à vous poser. On fait comme ça? Jean-Michel, allez-y, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, j'ai eu l'honneur de conduire une délégation pluraliste de notre commission pour une mission auprès des forces engagées dans la bande sahélo-saharienne. Donc plusieurs parlementaires des différents groupes étaient présents, qui ont été présentés par Jean-Jacques, le Président. L'objectif de cette mission d'information était de mieux appréhender les origines de la crise au Sahel et les fractures de résolution, de visiter 2 bases militaires françaises au Sahel, donc une à Niamey et une autre à Gao, de rencontrer des chefs des forces maliennes à Gao et d'échanger avec nos homologues à Niamey. Nous étions là-bas aussi pour mesurer les effets d'un environnement hors norme sur les hommes et les matériels et de s'enquérir des améliorations à venir de la condition militaire à Niamey et à Gao. Alors, comme vous le voyez sur la carte derrière moi, les caractéristiques de l'opération Barkhane sont très particulières. C'est une opération régionale, donc en réponse à des enjeux transfrontaliers, d'ampleur territoriale équivalente au continent européen. Donc ça nous donne un petit peu la dimension du territoire à couvrir, avec un environnement désertique particulièrement éprouvant pour les femmes et les hommes, et surtout le matériel qui a des contraintes très difficiles par la nature de l'environnement. Alors nous avons rencontré 3 ambassadeurs, son Excellence Marcel Escure, ambassadeur de France au Niger, son Excellence Jean-Marc Châtaignier, envoyé spécial au Sahel, et son Excellence Alain Boispont, conseiller politique de l'envoyé spécial au Sahel. D'après ces 3 acteurs de la diplomatie française, les principaux facteurs de la crise sont l'immensité de ces territoires qui sont mal contrôlés, une démographie galopante qui range les gains de développement possibles, et un sous-développement et une pauvreté qui nourrissent l'économie informelle, la corruption et fragilisent surtout les institutions locales. Autour de tout ça, nous retrouvons des tensions interethniques et un djihadisme d'opportunisme. En fait, différentes milices ou chefs de guerre locales, trafiquants, profitent de cette situation instable pour prospérer sous le plan d'une économie parallèle. Alors, face à cette problématique, la réponse doit être globale, avec différents aspects. Un aspect militaire, la défense, un aspect diplomatique, mais aussi une aide au développement. Mais bien entendu, nous n'oublierons pas aussi favoriser la démocratie, qui en fait favoriser la possibilité dans ces différents pays d'une représentation des populations et des différentes ethnies qui participent aussi à la stabilisation des instances locales. Alors, la priorité est de produire de la sécurité pour favoriser la reconstruction d'États aujourd'hui contestés. Alors, sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. Pour être efficace, il faut bien combiner plusieurs actions. Il faut produire de la sécurité même dans les zones les plus reculées. Donc, quand on voit la dimension, l'immensité de l'espace, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut contenir aussi les menaces terroristes. Dès qu'elles se reconstituent en noyau, eh bien, il faut savoir les réduire, en tout cas les neutraliser. Et puis, en parallèle, entreprendre des actions civilo-militaires qui ont différents aspects, comme des actions, par exemple, de génie, de forage de puits, ou d'aide à la population, d'aide médicale à la population, ou sanitaire à travers des actions de vétérinaires, etc.
Et puis, il est important aussi de former les armées de nos partenaires qui en ont besoin, ils en font la demande, de façon à ce qu'ils soient plus performants et plus efficients sur le terrain. Alors, nous avons pu constater, l'ensemble des parlementaires qui étaient présents, que la force Barkhane est respectée et acceptée. On a eu beaucoup de témoignages de partenaires africains qui nous disaient « on a besoin de vous sur le terrain, on a besoin de vous ». À ce jour, le Sahel est au cœur d'une dynamique positive qui associe de nombreux pays. Les renforts estoniens, allemands, britanniques répondent à de vrais besoins. Et la mise en place de la force G5 Sahel a permis d'attirer le financement international, qui est un gage aussi de la prise de conscience mondiale de ce qui se passe au Sahel. Alors, nous avons tout de même identifié un certain nombre de points de vigilance. Par exemple, le manque de capacité de transport tactique pour nos forces. Donc, nous avons eu le renfort des Chinook britanniques, qui est très apprécié. Toutefois, nous gardons un point de vigilance à ce sujet. Un autre point important aussi, c'est l'usure rapide des matériels qui engendre un flux logistique important et qui est une source de contraintes opérationnelles. La faiblesse structurelle des armées du G5 Sahel, et particulièrement celle du Mali, comme disent nos diplomates, le Mali qui est l'homme malade de la région. Nous avons aussi un point de vigilance sur les groupes armés transnationaux qui pourraient se fédérer sous une bannière islamique, sachant qu'un certain nombre d'ethnies sont à cheval sur plusieurs pays, ce qui engendre la difficulté sur cette grande zone du G5 Sahel. Et enfin, les armées locales sont sous-équipées à ce jour, et ça leur demande un effort important, et n'ont pas la culture en matière de maintien en conditions opérationnelles. Et là, nous pensons que nous avons un rôle à jouer aussi par une meilleure qualification pour l'entretien de leurs moyens, de façon à pouvoir remplir leur mission de façon plus performante. Un dernier point de vigilance est le risque d'épuisement lié aux fronts multiples qui est lié aux différents pays et les ethnies qui sont à cheval sur différents pays. Alors nous avons visité des bases militaires françaises, une à Niamey et une autre à Gao au Mali. La base aérienne projetée de Niamey est une véritable petite ville et je dirais même que son chef de corps est l'équivalent pratiquement d'un maire. C'est assez surprenant lorsqu'on a pu discuter avec lui tous les points auxquels il est confronté. Par exemple, l'étendue, le fait que cette base se développe. Il y a des problématiques d'énergie ou d'évacuation des déchets à gérer. Et donc, on voit bien que les compétences de nos chefs militaires doivent être vraiment étendues. Et nous pouvons constater que la formation des officiers français correspond bien à ce besoin parce qu'ils arrivent à avoir une approche globale, aussi bien dans les rapports avec les différents interlocuteurs locaux, mais aussi sur des sujets tels que l'agrandissement d'une base. Alors, une base qui est un véritable pôle logistique avec une disponibilité de 24 heures sur 24, de 7 jours sur 7. Alors, pour illustrer mon propos, la base aérienne de Niamey, en 2007, a eu près de 6000 tonnes de fret, soit la moitié du trafic de l'aéroport de Bordeaux, et plus de 7000 mouvements d'aéronefs, soit le trafic de l'aéroport de Nantes, et plus de 4500 passagers, soit 80% des relèves de la force Barkhane. Donc nos soldats passent pratiquement tous par Niamey. Or, la base de Niamey est aussi un outil de rayonnement, avec un impact économique, près de 11 millions d'euros par an de contrats locaux, donc qui permettent quand même de diffuser une certaine richesse aussi autour de cette base, et 35 millions d'euros par an d'achat de carburant qui font de la base aérienne projetée de Niamey le premier consommateur national avant l'aéroport international de Niamey. Alors cette base organise aussi des actions civilo-militaires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tout autour de son périmètre d'action. La base aérienne projetée de Niamey est aussi un outil de combat
Donc nous avons pu, lors de notre séjour, voir les différentes capacités, entre autres les capacités de renseignement, avec 4 drones qui sont présents, un C-160 Gabriel, et puis des ATL-2 de la Marine nationale, ce qui peut paraître assez curieux de retrouver des marins. Mais finalement, ce n'est pas si étonnant de ça, parce que lorsque nous voyons cette grande étendue désertique, comme l'Europe, c'est l'équivalent d'une mer finalement, et les techniques d'approche et de renseignement sont très comparables. Une capacité d'intervention avec 2 Mirage 2000D et 2 Mirage 2000C, et une capacité de projection avec un Boeing C-130, 2 Transal C-160 et un CASA qui permet, alors c'est un Transal un petit peu plus petit, qui permet les évacuations, entre autres, entre Gao et Niamey. Je voudrais juste faire un petit focus sur les drones Reaper que nous avons pu voir, ainsi que son équipage. La doctrine française est d'avoir toujours un homme dans la boucle et des équipages physiquement présents sur le théâtre d'opération. Et ça, nous avons eu la chance de pouvoir le voir, de discuter avec cet équipage. Un équipage composé de 4 opérateurs, un pilote à distance, un opérateur capteur, un officier de renseignement et un opérateur image. Alors les perspectives pour la base de Niamey pour 2019, ça va être l'armement des drones Reaper qui va donner en tout cas à la force Barkhane beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de rapidité dans les interventions nécessaires. Et puis le remplacement du C-35 par des MRTT, des C-160 par des A400M et des C-130J. Lors de notre visite, nous avions pu aussi voir différents groupes tactiques. Alors, entre autres, le groupe tactique désert d'Aérocombat, en fait, qui est composé de personnel du 1er régiment d'hélicoptères de combat, 1er RHC. Ils nous ont présenté un hélicoptère d'attaque Tigre et un hélicoptère de manœuvre Caïman. Nous avons vu aussi le groupe tactique désert d'infanterie, composé de personnel du 2e régiment étranger de parachutistes, le 2e REP, et du 2e régiment étranger d'infanterie, 2e REI. Le groupement des commandos parachutistes était aussi présent, composé d'éléments du 2e REP et appuyé par le 17e régiment du génie parachutiste et du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Nous avions aussi un groupement tactique blindé qui était présent avec des AMX-10 RC et quelque chose d'assez surprenant pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir, le groupement de recherche multicapteur, en fait, c'est un groupe qui va en profondeur dans les lignes ennemies avec des moyens d'écoute, de géolocalisation, des portables durcis qui résistent aux tempêtes de sable, etc., avec des mini-drones, etc., qui permettent de faire du renseignement pour nos forces en présence. Par ailleurs, nous avons eu l'occasion d'échanger avec des chefs de différents détachements étrangers, entre autres du détachement estonien, à Gao, du détachement britannique, donc des Chinois, entre autres, que j'évoquais tout à l'heure, à Gao, et du chef de détachement allemand à Niamey, qui forme aussi le génie sur place, de façon des troupes sur place, afin d'améliorer leurs compétences. Une mission aussi pour rencontrer des autorités locales. Les échanges avec nos différents homologues ont été fructueux. D'ailleurs, nous avons apprécié leur accueil à l'aéroport, un beau souvenir pour chacun d'entre nous, j'imagine. Nous avons rencontré Ousseini Tini, le président de l'Assemblée nationale du Niger, Monsieur Ama Assa, président de la Commission défense et de la sécurité, avec l'ensemble des membres de la Commission défense. Par ailleurs, nous avons aussi échangé avec le colonel Yacouba Sanago, le chef des forces maliennes. Lors de notre séjour, nous avons pu mesurer les effets d'un environnement hors norme sur les hommes et les matériels. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive derrière moi, voyons les pneus qui ont été usagés. On a visité un atelier
à Gao qui est uniquement consacré au changement de pneus des véhicules qui partent en mission, c'est impressionnant. C'est une usine qui tourne 24 heures sur 24 avec du personnel en activité dans des conditions assez difficiles parce que c'est très physique, il fait chaud. Et quand on voit l'état des pneus, on est vraiment, voilà, on se rend compte de la nécessité d'avoir une logistique forte. Un environnement difficile aussi par les températures en présence, entre 40 et 60 degrés pendant plus de 10 mois ou plus de 6 mois de l'année. Une consommation d'eau nécessaire, indispensable, 10 litres par jour pour une activité normale. Mais dès que le personnel part sur le terrain avec 40 kilos sur le dos ou sur lui, parce que les gilets pare-balles, l'armement, etc., enfin, on arrive vite à des sommes d'eau assez importantes avec du sable, une poussière toujours présente dès qu'il y a des mouvements, et puis du bruit dans l'environnement lié aux opérations, tout simplement. Il y a continuellement des allers-retours d'hélicoptères, d'avions qui forment un bruit environnant. Un soutien pour ces opérations du service de santé qui est très présent, que je voudrais revoir très succinctement et rapidement, avec une première, le rôle 1, qui consiste vraiment à la prise en charge sur le terrain par les opérateurs de combat, les uns entre les autres, avec leur formation de secouristes, ce porte-secours. Parfois, nous avons il y a des infirmiers ou des auxiliaires sanitaires spécialisés sur les groupes de combat qui font les premiers gestes. Et dès que ces premiers gestes sont faits, le personnel est évacué sur le rôle 2. Le rôle 2 est donc les urgences, mais à proximité du théâtre d'opération, où il peut être techniqué de façon beaucoup plus précise. Et ensuite, le rôle 3, c'est vraiment un hôpital de campagne avec des spécialités de réanimation, de la chirurgie, enfin un gros plateau. Et on peut constater que la France a quand même un service de santé très performant à la matière. Et donc le personnel, après avoir passé en rôle 3, il peut être évacué sur le rôle 4 qui correspond aux hôpitaux sur le territoire national. Alors, je laisserai peut-être mes camarades compléter mes propos, mes collègues, pardon, qui ont participé à cette mission. Ça ne gêne pas, monsieur Chassaigne. Voilà. Compagnon, ben oui. Voilà, je suis encore dans la mission, donc j'ai le mot camarade qui me vient à la bouche, mais c'est pour vous dire la proximité qu'on a eue les uns et les autres, et le rapport aussi vraiment de camaraderie qu'on a pu avoir avec les militaires qui nous ont accueillis. Mais en tout cas, le service de santé a été très présent avec un plateau technique, comme vous pouvez le voir sur la diapositive derrière moi, très conséquent. Et puis des capacités de travail régulières et un entraînement régulier sur toutes les urgences. Nous avons aussi eu un moment d'hommage pour les différents morts en opération au Mali. Près une vingtaine de morts au Mali au cours de ces opérations. Et nous avons eu un moment de recueillement et nous avons aussi pensé, bien entendu, à tous ceux qui sont revenus meurtris dans leur chair aussi, blessés. Et puis nous avons eu une pensée à toutes ces familles, ces parents, ces frères, ces épouses et époux qui ont perdu un des leurs. Petite transition, nous y penserons certainement lors de nos différentes commémorations en circonscription pour le 11 novembre, qui célébrera le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, mais aussi qui est un moment de mémoire pour les soldats morts en OPEX. Une mission aussi qui nous a permis de s'enquérir des améliorations à venir de la condition militaire sur Niamey et à Gao. Il est prévu de nouveaux équipements en cours de livraison, donc conformément à la LPM que nous avons tous suivi de très près. Bon, je ne vais pas détailler, mais je pense aux gilets pare-balles, aux fusils d'assaut HK416, des nouveaux trains inifugés avec leurs lunettes balistiques, les gants de combat, mais aussi des drones tactiques, des mini-drones et des nanodrones, des drones vraiment tout petits qu'on ne voit même pas à l'œil nu quand ils se déplacent. Enfin, voilà les différentes livraisons qui vont pouvoir aider nos soldats. Et puis, bientôt, de nouvelles infrastructures sur Niamey, un nouveau parking aérien annoncé par la chancelière allemande à l'Union africaine en juillet 2018,
Une nouvelle zone vie franco-allemande aussi, et on peut apprécier à quel point la proximité entre les soldats de ces deux nations est forte. D'ailleurs, entre ces deux secteurs, les deux bases, il n'y aura même plus de clôture, hein, pour vous dire l'imbrication des uns et des autres. L'incomplément de capacité d'hébergement, il y aura beaucoup plus de logements en dur. Hein. Quand une projection se fait, bien entendu, au départ, on part sur des toiles de tente, et à fur et à mesure, eh bien, des logements en dur. Et c'est très important parce que nos soldats ont besoin aussi de moments dans des lieux climatisés. Alors, les toiles de tente sont climatisées aussi, mais l'avantage du dur, c'est aussi une meilleure protection contre le bruit environnant, etc. Alors, je discutais aussi avec le chef de corps de cette base, et puis ils font attention aussi quand ils construisent de dur que ça puisse être toujours réutilisé, même si un jour on s'en va, on part de ces lieux, et bien effectivement ces structures en dur pourront être profitables aux populations. Doublement des capacités de stockage en carburant aussi d'ici la fin 2019, indispensable vu les flux des différentes aéronefs sur cette base. Par ailleurs, nous pouvons constater la consolidation des coopérations avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et le Canada. Alors, mes chers collègues, j'arrive au terme de ma présentation succincte, et je m'excuse par avance si j'ai été trop long. L'idée, c'est aussi de laisser la parole à chacun d'entre vous. En tout cas, je tenais à vous remercier chaleureusement, en tout cas tous les collègues qui ont participé à cette mission, pour votre implication et votre bienveillance tout le long de cette mission. Je souhaite aussi remercier le général Frédéric Blanchon, le commandant de la force Barkhane, le général Louis Pénat, commandant de la composante air de la force interarmée, le colonel Patrice Morand, commandant de la base aérienne projetée de Niamey, le colonel Olivier Vidal, commandant de la plateforme opérationnelle de Gao, ainsi que tous les officiers, sous-officiers, soldats qui nous ont accueillis avec générosité et qui nous ont impressionnés par leur qualité humaine et technique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Michel pour cette communication fort complète et fort instructive. Et puis les quelques pistes de conclusion que tu as pu émettre au nom de cette délégation. Alors, on a quelques questions, mais est-ce que parmi les membres de la délégation, il y en a certains qui veulent compléter, ou Claude Deganet ? Président, saluer l'exposé. Il est très complet et je dois dire qu'il rend bien compte de ce qu'on a vu sur le terrain et de l'ambiance qui régnait autant entre nous-mêmes qu'avec l'accueil qui nous a été réservé. Je rajouterais un point sur le problème de la santé. Le plateau médical auquel a fait allusion Jean-Michel accueille aussi des civils. Donc, bien sûr, quand arrive un militaire, il y a une priorité pour le militaire qui est blessé et qui vient se faire soigner, mais il accueille aussi des civils, donc il y a un service qui est rendu aussi à la population et qui en a bien besoin. Donc, sinon, je pourrais compléter après avec Jean-Michel au fur et à mesure. C'est un ajout essentiel, effectivement, parce qu'à chaque fois, ça se passe comme ça. Quand sont déployés des équipements sanitaires, médicaux, etc. dans les régions, c'est aussi pour accueillir les populations locales et répondre à leurs besoins. Quand on est parti, il y a eu un certain nombre d'événements. Il y a eu un prêtre italien qui s'est fait enlever donc, au niveau du Burkina Faso, ce qui a commencé à impliquer les Italiens qui commençaient à prendre conscience qu'il y a peut-être un engagement aussi de leur part à nos côtés. Et donc, je ne sais pas d'ailleurs aujourd'hui où ils en sont dans les réflexions, mais on sent que ça implique d'autres pays de ce côté-là. Merci. D'autres remarques ? Patricia Mirales. Oui, alors moi aussi je voulais remercier un peu tout le monde, mais Jean-Michel l'a fait. Je voudrais simplement remercier aussi les commandants des groupes tactiques qui étaient avec nous, allemands, estoniens, américains. Et surtout, il y avait, je crois que c'est Cédric Beau, qui est l'officier donc, qui s'est occupé avec Marine. Ils ont fait un binôme d'enfer. Et je crois qu'on peut vraiment remercier Marine Hello qui a été pour nous une vraie maman. Elle s'est occupée aussi de...
Non, mais c'est vrai, je crois qu'il faut le noter. Hein. On aurait pu avoir à un certain moment un incident diplomatique, donc elle a été là et on la remercie bien. Et puis surtout remercier tous nos soldats qui nous ont fait part de certaines choses, notamment sur la venue de notre mission. Ils ont été très touchés qu'on s'intéresse vraiment à eux au sein d'une mission aussi importante, parce qu'ils avaient aussi des messages à faire passer au-delà de leur engagement. Ce sont les messages qu'ils apportent auprès de la population, parce que pour eux, au-delà de la guerre, du terrorisme, qui est une réalité, c'est aussi ce qu'ils peuvent apporter à la jeunesse africaine. Pour eux, il faut qu'ils réussissent à former cette jeunesse pour qu'elle ne parte pas, puisqu'on a pu discuter avec des consoeurs et des confrères à l'ambassade, à l'Assemblée nationale du Niger. Et le peuple africain pleure le départ de leurs enfants. Et nos militaires en sont conscients et ils font en sorte, on a vu un jeune travailler à la restauration, et ce jeune était tellement fier d'être là et de partager avec eux les valeurs françaises. Je pense qu'on peut le signaler. Voilà, on a des soldats qui étaient très heureux de ce que nous avons mis en place sur la loi de programmation militaire, notamment sur la qualité des gilets, sur le plan famille. Et surtout, ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont remerciés d'avoir la Wi-Fi, parce que ça leur permettait de pouvoir discuter et voir leur famille via les WhatsApp, etc. Et voilà, donc il faut aussi entendre que si les difficultés sont extrêmes, parce que la chaleur, la poussière, enfin tout ce qu'a évoqué Jean-Michel, ils sont aussi très protégés. Il y a un service qui fait très attention à eux pour qu'ils soient le moins vulnérables et qu'ils soient le plus opérationnels. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Je voulais me mettre dans la ligne de ce que disait Claude. D'abord sur le fait, pardonne-moi, je te tourne le dos, mais le Carrier, sur l'amitié qu'il y avait entre nous, et je vous invite à voyager avec Claude quand vous pourrez, parce qu'il a été un liant entre nous exceptionnel, Claude. Et je voulais revenir sur ce que tu disais sur l'aspect médical, parce que vous avez vu tout à l'heure un schéma très intéressant sur le rôle 1, rôle 2, rôle 3, rôle 4, et sur ce que nous faisons au niveau du syndrome post-traumatique et donc post-rôle 4. De bien savoir que même si on a des erreurs passées et des gens qui ont disparu des radars sur ce qui s'était passé avant, aujourd'hui l'Institution nationale des invalides, et c'est ce que je vous ai exposé l'autre jour, se connecte tout de suite au moment, soit rôle 2 quand c'est sur place, ou rôle 4, c'est-à-dire dans les hôpitaux parisiens, au moment où une opération va être lourde sur un de nos soldats, dès le moment de l'opération, pendant qu'il est opéré et endormi, il va déjà y avoir des psychologues ou psychiatres qui vont être là pour se préparer au suivi de ce soldat au moment de son réveil, qui va être très douloureux avec les séquelles qu'il peut tirer d'une blessure lourde. Donc c'était pour vous situer, parce que le schéma qu'on a vu tout à l'heure était parfait pour expliquer ce que nous faisons maintenant auprès de nos soldats, nonobstant les lacunes passées. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer mon collègue et camarade, aussi également compagnon Jean-Michel, pour son exposé très très complet, très très riche. Saluer évidemment toute la commission, Marine, bien sûr pour le travail extraordinaire. Ajouter juste quelques points, notamment quand on est arrivé, le général Blachon nous a tout de suite mis la mission, enfin pour lui dans son esprit, c'est pour essayer de dézoomer un petit peu tout ça. Cette zone G5 Sahel a 4 défis à relever. Un défi ethnique, puisque entre le nord, le sud, la volonté tribale, les volontés sécessionnistes, c'est extrêmement compliqué. C'est un défi très très important, avec des frontières qui ont été tracées à la règle à une certaine époque. Le rôle de l'Algérie, enfin il nous a apporté une vision géopolitique assez précise. Donc défi ethnique, défi démographique. Une femme en moyenne a 7 enfants là-bas, donc on est sur des pays qui sont autour de 17, 22 millions d'habitants aujourd'hui, et dans 20 ans, ça sera 200 millions. Alors déjà, ils ont du mal à se nourrir à 100 millions, alors à 200 millions, donc le défi démographique est colossal. Donc ça, c'est ce que le général Blachon retient en premier, enfin, au-delà de la mission évidemment d'éradiquer les groupes islamistes
terroristes, mais il y a cet élément-là, défis économiques, on est dans les pays les plus pauvres du monde, et défis évidemment salafistes, puisque le salafisme se développe sur ce terreau-là. Donc on a avoir ça en arrière-pensée, c'est la préoccupation des militaires. Moi, j'ai été aussi assez, remarquablement, pas surpris, mais enfin en tout cas, j'ai constaté l'excellence du périmètre extrêmement précis de la mission, telle qu'elle est vécue par les militaires, à la fois dans la coopération qui peut se faire avec les armées locales, et également il y a une certaine forme, je crois qu'on peut le dire, il y a une certaine forme d'altruisme et d'humanité dans l'engagement de nos forces, et je crois qu'on peut les saluer pour ça. Donc voilà les quelques éléments complémentaires. Je voudrais rappeler aussi, on a eu un petit focus aussi sur l'Alliance Sahel, on n'en parle pas suffisamment peut-être, mais dès que en fait une opération militaire derrière, on a rencontré l'ambassadeur du G5 Sahel. En fait, il y a la volonté d'aller très très vite pour la reconstruction, pour mettre des moyens avec des groupes bancaires, avec tout un tas de groupes, une coopération internationale réellement très bien organisée. Donc cette alliance Sahel qui est derrière l'opération Barkhane, elle est de plus en plus efficace. Et ça, je crois qu'il faut aussi également le souligner. Tu l'as dit, l'hôpital qui est quand même assez exceptionnel. Hein, il y a un scanner à Gao, il y a un laboratoire, il y a une organisation logistique. On arrive à la fougue. Nous, quand on y était, ils opéraient un Malien qui avait reçu une balle dans la hanche en même temps. Et tout ça se passe, je veux dire, il fait 45 degrés. C'est assez extraordinaire de pouvoir... en tout cas, la capacité logistique de toute l'armée française est assez exceptionnelle. Voilà, merci. Je ne vais pas rajouter à tout ce qui a été dit. Moi, il y a plusieurs choses sur la difficulté de la mission. Hein. La France exerce avec humanité, il faut le dire, dans cette région, vraiment une mission. Et aussi avec le souvenir de populations. Moi, j'ai été marqué par le récit, par exemple, de la fête nationale au Niger, où ce sont les anciens combattants français qui sont le clou du spectacle, en quelque sorte, avec toute médaille pendante. Ils ont un vrai souvenir de leur attachement. Ils ont un attachement, tout simplement, à la France. Ça, je le retiens. Et une autre partie plus inquiétante, et là, peut-être que c'est à vous, Président, c'est sur l'hélicoptère Tigre, où on a appris qu'en mission, il pouvait être un hélicoptère dangereux, avec notamment des ruptures de rotor à l'arrière chroniques, des pare-brises qui cassent, 40 pare-brises en 2 ou 3 mois, enfin, c'était colossal, et le peu de soutien d'Airbus dans la casse de l'hélicoptère. Ils ont l'air de négliger un peu tout ça, et ça commence à coûter cher, et c'est très inquiétant. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu. Merci, Monsieur le Président. Je remercie vraiment nos collègues pour cette présentation de leur déplacement. J'ai 2 courtes questions. La première sur la région sahélo-saharienne. Nous savons qu'il y a un problème de mines d'uranium, mais aussi, depuis 2014, la région est devenue un terrain de prospection de l'or, avec un afflux d'orpailleurs clandestins. Cet afflux, bien sûr, a aussi des conséquences socio-économiques, etc. Est-ce que nos militaires vous ont fait part de cette problématique dans le cadre de vos échanges? Et deuxième point, j'ai entendu dire que pour opérer un drone Reaper aujourd'hui, on doit confier cette tâche à des contractuels civils de General Atomics, en attendant que des pilotes français soient formés aux États-Unis. Cette situation est-elle confirmée? Je vous remercie. Merci, Président. Merci à Jean-Michel et puis à l'ensemble de cette délégation. Je suis ravie, avec beaucoup d'émotion, je vous écoute parce que je suis allée donc toute seule entre Noël et le jour de l'an à Gao, et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir vivre 3 jours totalement immergés avec eux. Et donc c'est intéressant d'avoir aussi un regard et de pouvoir le partager et pouvoir dire à quel point l'engagement de nos forces est exceptionnel.
Je voulais le dire parce qu'au niveau de la logistique, deux choses importantes. On se rend peu compte, sauf que lorsqu'on les voit, à quel point les problématiques de logistique prennent énormément de temps. Et en fait, ils mettent toute leur énergie à faire en fait des actions de réparation, de logistique qui sont extrêmement ingrates et qui en fait les rendent très vulnérables au quotidien. Et on l'a vu, en tout cas, quand j'y étais, donc c'était préparer le convoi qui, au retour, a énormément blessé dans leur chair plusieurs personnes, dont le médecin du rôle 1. Je voudrais savoir au niveau des conditions de vie au quotidien, est-ce que vous avez senti des progrès? Parce que c'est une base qui continue à se construire. Et c'est vrai que lorsque je suis allée au mois de janvier, il y avait encore, au niveau des cuisines, au niveau de l'organisation, beaucoup de choses encore à faire. Et peut-être rajouter juste une phrase par rapport à l'aspect médical, l'aide aux populations. C'est aussi un moyen, il faut le dire, c'est aussi un moyen d'être en contact avec ces populations et de récolter du renseignement. Donc c'est bien sûr altruiste et il faut le poursuivre, mais c'est aussi un moyen de rester en contact avec les populations. Donc je voulais savoir, grosso modo, est-ce que vous avez senti une évolution dans les conditions de vie au quotidien? Parce que quand on est comme ça... 4 mois sans pouvoir sortir, parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller à Gao avec eux, mais ils restent enfermés dans un camp. C'est très difficile. Et ce qui change un peu leur quotidien, c'est de pouvoir avoir des produits frais, d'avoir un Wi-Fi qui marche, d'avoir des repas chauds. Et donc, je voulais savoir si, entre-temps, vous avez eu le sentiment que toutes ces conditions s'étaient améliorées. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais témoigner d'une chose. Nous sommes plusieurs ici dans notre orateur, Claude, à pouvoir faire les HEDN cette année. Et nous avons ainsi des contacts avec des militaires qui reviennent d'opérations OPEX. Et les discussions ont toujours été très intéressantes parce qu'on sent une fierté de servir la nation, y compris chez des militaires qui sont d'origine étrangère, mais qui ont une fierté à servir l'armée, à servir la nation. Et leur témoignage a toujours été extrêmement étonnant par cet aspect-là, cette vraie fierté à servir notre nation. Et je crois que cela doit faire développer en nous une reconnaissance et une fierté de ce qu'est notre armée, de la plus haute hiérarchie que nous avons l'habitude de voir, mais jusqu'à ces jeunes militaires qui sont des gens tout à fait remarquables. Et je crois qu'on peut tous en témoigner ici. La question que j'avais envie de vous poser est la suivante. Ces opérations extérieures se font contre un adversaire et vous n'avez pas parlé de l'adversaire. Est-ce que de la définition de ce qu'est notre adversaire dans ces opérations? Elle représente un surcoût budgétaire de 1,1 milliard d'euros par an, ce qui est important pour le budget de la République. C'est un engagement financier important. Et je voulais savoir si vous êtes revenu avec quelque part une idée sur une perspective de fin d'engagement de l'armée française. Est-ce que vous êtes revenu avec le sentiment que ce sera un engagement de moyen, de très long terme, ou un engagement qui aura une perspective d'arriver à son terme ou un terme naturel? Puis je voudrais terminer, Monsieur le Président, par une toute petite intervention, puisqu'on a parlé du 11 novembre tout à l'heure. Alors, le 11 novembre commémore beaucoup de choses, et ça a été rappelé par notre orateur, mais aussi le rattachement ou le retour de l'Alsace-Moselle à la République, ce qui représente quand même 5% de la population française. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Merci. Oui, je voudrais d'abord saluer la qualité du rapport de notre camarade Jean-Michel, bien complété d'ailleurs par les témoignages de ses compagnons de route. Ça nous enlève le regret de ne pas avoir participé parce qu'on a l'impression d'y avoir été sans y être. Ma question a pour partie eu sa réponse par la belle voix occitane de Patricia. La question que je voulais poser... La question
La question que je voulais poser, c'est quand on discute avec des familles de soldats, souvent il y a la question des relations entre le soldat qui est en opération extérieure et le lien avec sa famille. Parce qu'il y a une forme de confidentialité au niveau des déplacements. Et quelle est la nature des relations et comment sont organisées les relations entre un soldat qui est sur le terrain et sa famille qui reste au pays. Et un très beau pays quand il s'agit de l'Auvergne, bien évidemment. Monsieur le Président, merci. Moi, je voudrais féliciter le vice-président qui nous a fait un excellent rapport. Ça m'a mémoré la mission que j'ai eue la même 2 ans avant, dans les mêmes circonstances, et on a eu exactement les mêmes impressions. Moi, je voulais poser une question, et puis donc félicitations également au témoignage que j'ai entendu tout de suite. Une question sur la coopération, parce que j'ai vu dans l'intervention qu'il y avait une coopération avec les USA, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et le Canada. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette coopération? Je pense en termes d'équipement peut-être. Mais est-ce que vous avez eu également des informations sur la mission européenne actuelle qui vise à former les militaires maliens en particulier? Est-ce que vous avez eu des retours sur ce sujet-là? Est-ce que cette mission européenne, dans laquelle la France participe évidemment, dont le siège se trouve à Bamako, est-ce que d'après vous, cette mission est efficace pour mieux former les Maliens? Parce que l'objectif, c'était à un moment donné que le Mali soit quasiment autonome au niveau de sa défense. Merci Président, chers collègues. Merci pour ce retour concernant votre mission et surtout un grand merci pour l'avoir partagé. Lors de votre présentation, vous avez parlé du soldat en général, mais vous qui avez partagé la vie de ces militaires, pouvez-vous nous indiquer comment sont perçues les femmes soldats présentes au sein de la mission Berkane? Oui, merci Président, merci pour cet exposé très clair de la situation. 3 petites questions. La première, vous avez parlé des alliés qui étaient présents sur place, notamment les forces allemandes. On sait que la culture de l'engagement des forces est très différente entre l'armée française et l'armée allemande, eu égard notamment à la notion de citoyen en uniforme. Comment se passe cette coopération et est-ce que c'est parfois un frein à l'engagement opérationnel? On sait aussi qu'on a aujourd'hui, deuxième question, une aggravation, on va dire, de la situation au centre Mali, qui était considérée comme stable et qui commence à devenir beaucoup plus compliquée. Est-ce que lorsque vous étiez sur place, vous l'avez constaté et vous avez mesuré une éventuelle aggravation? Troisième question qui rejoint la question de mon collègue Laurent Furst. Que voyez-vous sur la sortie de crise? On sait qu'il y a eu un débat à un moment des liens formels ou plutôt informels que l'armée française pouvait nouer avec un certain nombre de groupes armés ou de groupes autonomes qui se seraient ralliés. Qu'en est-il de cette situation et où en sommes-nous? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je me joins aux remerciements et félicitations. J'ai une question concernant l'épuisement que vous avez évoqué tout à l'heure. Un des risques de l'opération, c'est l'épuisement de nos soldats, du personnel. On avait dit qu'on a voté pour une LPM à hauteur d'homme. Est-ce que là, il y a des perspectives de, je dirais, entre guillemets, encadrer cet épuisement? Comment il est géré véritablement sur le terrain? Merci. Merci beaucoup, mes chers collègues, pour toutes ces questions. Alors, je vais commencer tout simplement par la première question, avec la question de l'orpaillage d'uranium et entre autres l'économie qui peut en sortir. Effectivement, c'est tout à fait, ça illustre bien les opportunités qui se créent localement dans certains bassins de vie, je dirais, certaines, où, au vu des possibilités de trafic, que ce soit du trafic humain, de migrants, d'orpaillage ou tout autre, en fait, d'armes, etc., eh bien, ils s'installent et ils prospèrent très rapidement parce qu'on a bien souvent dans beaucoup de zones un État failli
ou une absence tout simplement de représentation d'État qui favorise tout ça. Donc effectivement, c'est un problème qui est bien décelé, bien identifié, et qui va être traité finalement sur du long terme par la montée en puissance et en compétence de nos partenaires africains qui tout doucement reprennent possession de leur territoire. Pour la formation des pilotes, effectivement, le manque de matériel a amené une difficulté parfois de l'entraînement. Donc, je n'aurai pas les éléments de réponse sur les solutions à ce jour. Mais on va se renseigner et puis on vous fera parvenir une réponse. Pour Françoise Dumas, au sujet, donc une question, y a-t-il une évolution finalement dans les conditions de vie de nos soldats ? Alors oui, on le voit bien tout simplement par les travaux qui sont en cours. On sent, et puis quand on fait la visite, on voit bien, on a pratiquement fait la géologie, on se retrouve avec des strates où on voit du matériel qui date déjà de plusieurs années, et puis on voit bien l'évolution des structures. Et là en ce moment, on voit bien un ensemble de bâtiments en dur qui sortent de terre, de façon assez significative, qui va améliorer les conditions de vie. Alors après, c'est une chose inhérente à toute opération. Une opération qui commence, on n'en connaît pas la durée, donc on ne fait pas du dur tout de suite, bien entendu. On commence par des toiles de tente, avec la climatisation qui arrive dans un deuxième temps. Et puis, si le théâtre d'opération dure, effectivement, on passe sur du dur. Et donc, on est dans cette phase-là et on sent une dynamique ascendante à ce sujet. Et il y avait aussi une remarque et puis une question en même temps sur le service de santé, son rayonnement autour de la base. Effectivement, il y a beaucoup d'actions civilo-militaires, d'aide médicale aux populations qui sont autour des bases françaises et qui est un véritable apport humain et dans les échanges, dans la connaissance de l'un des autres et qui retentissent sur une action globale de façon très positive. Pour Laurent Furtz, le camarade d'Alsace-Moselle. je suis mosellan, donc je connais bien la problématique. Et c'est vrai que nous sommes très fiers d'être redevenus français à partir du 11 novembre 2018. Et donc, votre question était plus autour de la définition de l'adversaire. En fait, l'adversaire, c'est la difficulté à un multiple visage, un visage qui peut changer d'une partie du théâtre d'opération à une autre, qui est en lien, comme le disait Jacques-Marie Lochian, en lien avec les trafics. Donc parfois, ce sont des groupes très islamisés, très extrêmes, on va dire, dans leurs actes, plus avec une approche religieuse. Et parfois, ce n'est pas du tout le même visage, c'est plutôt tout simplement des chefs de guerre qui veulent consolider leur influence sur une zone. Et donc, ils profitent d'un trafic pour acheter des armes, se renforcer leur pouvoir. Il y avait une deuxième question. Oui, combien de temps ? Voilà. Alors, il est certain qu'il y a plusieurs phases. Déjà, je voudrais revenir, il faut parler des objectifs. Quand on parle de mission, il faut fixer les objectifs. La première objectif de la mission Barkhane était de réduire la menace terroriste pour qu'elle ne soit plus en capacité d'avancer. On peut le dire, et je crois qu'il faut le dire, nos soldats ont réussi leur mission. C'est important aussi de le dire. C'est une véritable réussite. À ce jour, tout groupe terroriste constitué a été neutralisé, et s'il se reconstitue, il sera très vite repéré et neutralisé. Donc, déjà, il faut bien dire les choses, c'est une victoire à ce niveau-là. Après, nos partenaires africains ont besoin, pour être partout sur le terrain, au plus profond de leur territoire, eh bien, monter en compétences et avoir une armée beaucoup plus importante. Et ça ne va pas se faire en un jour, ni en un an, ni en 2 ans. Ce qui nous permet d'imaginer, à mon avis en tout cas, que nous n'allons pas repartir dès l'année prochaine. C'est évident, parce qu'ils ont besoin de nous et ils nous le demandent. Après 10, 15 ans, je serais incapable de le dire. C'est la conjonction de beaucoup de choses. Il faut une montée en puissance des États de nos partenaires africains. Et ça va être lié à leur capacité, en fait, de pouvoir remettre l'État partout sur leur territoire, et puis leur capacité de neutraliser tout groupe terroriste qui se formerait de façon significative.
André Sachaigne, quelle relation avec les soldats et les familles? En fait, alors là, maintenant, grâce à l'informatique, et ça a été relevé, je crois que c'est Françoise Dumas qui nous le relevait, là, je ne sais plus poser la question, c'était pour le réseau Internet aide beaucoup, en fait, et donc la connexion, je ne sais plus qui nous parlait de ça, c'était Patricia, excuse-moi, voilà, je savais que ça venait. Et effectivement, le fait de pouvoir monter en puissance sur les débits Internet permet une meilleure relation entre nos soldats et les familles, mais sachant que la nature de ces relations est aussi imbibée de professionnalisme. En fait, nos soldats qui s'approprient leur mission, en fait, on a bien senti lorsqu'on a discuté avec eux, ils ne sont pas là simplement pour exercer un métier à l'autre bout de la planète. En fait, ils sont habités par un esprit de mission. Et quand on discute avec eux, on sent bien qu'eux-mêmes limitent leurs éléments de communication sur le plan opérationnel avec leur famille, mais par leur propre chef, parce qu'ils savent que chacun d'entre eux ont une responsabilité collective sur les devoirs de réserve et de discrétion par rapport à leurs activités. Donc un flux possible et rapide journalier grâce à Internet, mais une communication imbibée de responsabilité de chacun de nos soldats. Si le téléphone reste possible, bien entendu. En plus maintenant avec les systèmes Skype, etc., c'est d'autant plus facile. Joachim Pueyo. Si je ne me trompe pas. La question, c'était les missions européennes. Alors, les différents partenariats européens, entre autres la formation au Mali, pour être précis sur la question posée. En fait, il y a une véritable montée en compétences qui est... Alors, on l'a bien posé, cette question. On était plusieurs parlementaires à le poser lorsqu'on était à Gao. Effectivement, l'armée malienne monte en compétences. Par son histoire, elle avait déjà un corps d'officiers qui était bien formé. Bien souvent, c'est l'échelon sous-officier qui a besoin de monter en puissance dans cette armée malienne. Et par ces partenariats européens, entre autres par le biais de la formation, effectivement, on commence à avoir un changement qui s'opère. Et c'est très intéressant parce que c'est ce deuxième parti, cette deuxième strate des sous-officiers qui permettent aussi en opération, en situation de combat aussi, d'être efficace et donc de changer un peu la donne. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir, en tout cas. Question suivante de Séverine Gibson. Alors, pour les femmes soldats sur le terrain, en fait, c'est presque une question, à mon sens, qui se pose presque plus, quoi. Enfin, ou pas. En fait, j'ai été surpris. Elles sont totalement intégrées. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment. On pourrait, vu de la société civile, se dire c'est pas possible. Culturellement, il y a beaucoup de différences. Il va y avoir peut-être la forme physique ou autre enfin la force physique qui fait que parfois il peut y avoir des décalages. Mais finalement, nos militaires gèrent très bien cette complémentarité au sein de leur patrouille, au sein de leur section, ce qui fait que le personnel féminin a toute sa place et remplit merveilleusement bien leur mission comme l'ensemble de nos soldats. Question suivante de Jean-Louis Thiriot. La différence de culture entre les Français et les Allemands, la culture militaire, en tout cas de nos jours, fut un temps c'était différent, en lien aussi avec la place du parlementaire en Allemagne. En fait, là aussi, on est sur la complémentarité. En fait, cette donnée est prise d'emblée dans le positionnement de nos camarades allemands sur le théâtre d'opération. On prend cette particularité et du coup, les missions qui leur en sont assignées
sont en cohérence avec leurs particularités. Et du coup, c'est vraiment une complémentarité parce qu'ils sont forts sur certains domaines où nous sommes moins, justement, parce qu'on ne peut pas être les meilleurs partout. Et donc, on se complète très bien. Finalement, ce n'est pas un souci parce que c'est pris en amont. Cette problématique est prise en amont. Maintenant, personnellement, pour avoir discuté aussi avec beaucoup de soldats allemands, on sent qu'ils aimeraient, dans leur métier de soldat, pouvoir faire plus, chose que l'on peut comprendre. Il y avait une deuxième question, c'était les tensions avec le Burkina Faso. Effectivement, il y a un regain de tension dans la région des lacs. Là aussi, on retrouve une déstabilisation. Alors, c'est lié aussi à une zone géographique difficile par nature, et puis aussi à différents trafics qui s'installent. Et donc là, on a aussi une action diplomatique qui se met en place, qui est nécessaire, et un rapport avec les différentes ethnies en présence, de façon à éviter que se constitue un espèce de franc très lié qui pourrait constituer un noyau dur de terroristes. Et enfin, pour finir, si je ne me trompe pas, c'est donc Sabine Tilley. La question sur le risque d'épuisement de nos soldats. En fait, je me suis un peu mal exprimé, je pense, dans ma présentation. Ce n'est pas le risque d'épuisement de nos soldats, parce que nos soldats sont sur des rythmes de mission, de durée de mission, qui sont physiologiquement bien gérés, avec des temps de repos, etc. Alors, bien entendu, à tout moment, il y a eu des témoignages où il peut y avoir un coup dur, un événement qui se passe, qui leur demande des nuits plus courtes, etc. Mais dans la normalité des choses, les temps de repos et les temps de mission sont calibrés de façon à ce qu'ils puissent récupérer et être en bonne condition pour mener le combat si c'est nécessaire. Donc c'était plus ce que je voulais évoquer, c'est un risque d'épuisement des pays et des armées, en fait, au sens général, pas des individus, mais des organisations qui peuvent être en difficulté face à des fronts multiples sur une zone géographique très grande et qui demandent beaucoup de moyens financiers, d'organisation. Et pour des pays tels que nos partenaires africains qui sont en phase de consolidation dans leur développement, dans l'organisation de leur armée, eh bien, non seulement ils grandissent, ils sont de mieux en mieux, de plus en plus efficaces, mais en même temps, ils ont face à eux un défi qui est difficile. Donc, il faut être vigilant à ce risque d'épuisement. Et je pense que la solidarité internationale est une solution pour éviter cet épuisement. Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Président. Bon, merci Jean-Michel pour ces réponses à ces questions. Quelques compléments d'information. Philippe Michel Klasbauer. Pardon, merci Monsieur le Président. C'était pour répondre à Séverine sur le rôle, la place des femmes et leur rôle. Lorsque nous nous sommes posés tôt le matin entre le Niger et le Mali, donc c'était à Ménaka, pour évacuer une section des hussards de Tarbes, ce qui est une opération délicate puisqu'on se pose sur une piste improvisée, protégée par des blindés, et un moment de vulnérabilité puisque les gars que l'on évacue sont prêts à embarquer dans le cul du Transal, donc ils ne sont plus dans l'action au feu. Et c'est une femme qui coordonnait ça sur place. Ça veut dire que, l'emploi et la fonction font qu'elles sont pleinement intégrées dans des missions extrêmement sensibles et qu'elles conduisent à merveille. Et on a pu le constater sur place, au moins à ce niveau-là. Alors je vais compléter avec la question de Séverine, puisque nous avons pu discuter avec les femmes, et la réponse, elle a été très simple. Une femme dit « Je ne suis pas une femme, je suis un soldat ». Elles ne font pas... Elles ne veulent pas de différence parce que ce sont des femmes, mais ce sont aussi des mères. Hein. Elles laissent aussi leur famille en France. Ça, il faut le noter. On a pu voir aussi au moment de la présentation des Mirages qu'il y avait sur 10 mécaniciens, il y avait 4 femmes. Et donc j'ai interrogé les mécaniciens pour justement connaître leur ressenti par rapport à ce métier qui se développe chez la femme. Et
ils nous ont dit que c'était important pour eux parce qu'elles avaient un regard, elles avaient une finesse, une expertise qu'ils n'arrivaient pas à obtenir. Et que pour eux, c'était important de partager ça avec des femmes soldats. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, mes chers collègues, c'est que vous savez qu'il y a les colis de Noël. Et moi, je le fais chaque année. Mais je pense que cette année, je le ferai différemment parce qu'avec ce que nous avons vécu, ils attendent qu'on leur mette aussi un mot dans ces colis. Parce que faire un chèque, c'est bien, mais écrire un petit mot, c'est mieux. Merci. Je n'ai plus de questions. Si vous n'avez plus de remarques, je vous propose d'en rester là pour cette belle communication. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que nous nous retrouvons dans l'hémicycle vendredi 2 novembre à 9h30 pour l'examen des missions anciens combattants et défense. Il y a 50 amendements, 30 pour la mission anciens combattants et 20 pour la mission défense. Je pense que si tout le monde se tient au temps réglementaire de présentation des amendements et des temps de réponse, nous aurons fini à 13h l'examen. Néanmoins, si ce n'est pas fini, il faudra prévoir de revenir à la séance de 15h pour finir cet examen et voter ces 2 missions. Donc j'espère que je ne serai pas seul dans l'hémicycle avec les rapporteurs à partir de 15h. Bonne journée. Et il y a l'agriculture après. L'opposition vous comblera. Je vous remercie et je n'en attends pas moins de tout le monde. À tout à l'heure dans l'hémicycle aussi pour les questions.